Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21. Ça sent bon les reprises de saison puisqu'aujourd'hui nous allons présenter la Formule E. Et pour présenter la Formule E, je suis avec Louis Matelin. Salut Louis. Salut Clément, salut à tous. Alors une saison, septième saison de Formule E qui s'annonce assez excitante. On va vous expliquer pourquoi, pour plusieurs facteurs. Mais déjà, bien évidemment, il faut faire un point sur le calendrier. Alors comme en 2020, nous avons un calendrier un peu covidé. Louis, qu'est-ce que tu penses de ce calendrier qui pour l'instant n'est pas fini, hein. On rappelle que pour l'instant il n'y a que 8 courses qui sont attribuées. On ira en Arabie Saoudite pour les 2 premières courses, puis en Italie à Rome. Ensuite on ira à Valence en Espagne, mais pas sur le circuit urbain de Valence sur lequel avait été la F1, mais sur le circuit MotoGP. Puis Monaco, le Maroc et enfin 2 courses au Chili. Un calendrier resserré de 8 courses pour l'instant. En attendant la suite, qu'en pensez? Bah, écoute, moi c'est un calendrier que je trouve assez séduisant dans le sens où, alors tu l'as dit, il y a 8 courses, mais en réalité il y a que 6 circuits, hein, parce qu'il y a une double course en Arabie Saoudite et une double course au Chili. Mais c'est un calendrier qui est plutôt intéressant pour un championnat du monde du coup, parce que sur ces 6 courses, on va aller faire une course en Asie, enfin en Arabie Saoudite, hein, qui est le début de l'Asie, une course en Amérique du Sud, en Amérique, donc sur le continent américain, une course en Afrique au Maroc et 3 courses en Europe, qui sont, enfin l'Europe qui est quand même le continent historique du sport auto et le continent autour duquel sont construits quand même la plupart des championnats majeurs. En tout cas, voilà, c'est un calendrier qui fait le job malgré cette épidémie de Covid qui ne semble pas se ralentir. Donc, si on réussit à faire ces 8 courses-là, je pense que ce sera déjà un beau calendrier. Je ne vais pas revenir sur les polémiques qu'on peut relever, qu'il s'agit d'aller courir dans des pays où les droits de l'homme ne sont pas forcément respectés, comme en Arabie Saoudite, comme en Russie, comme dans d'autres pays d'ailleurs. Mais voilà, l'objectif ici n'est pas de faire de la politique. Mais en tout cas, voilà, c'est un calendrier assez complet. Même si on peut regretter que certains circuits intéressants ne soient pas au calendrier, je pense que ce sera quand même intéressant à suivre. Tout à fait. On peut rajouter aussi qu'il y a 6 courses qui sont pour l'instant en attente de confirmation. L'Allemagne, le Royaume-Uni, enfin Berlin, Londres, Sanya en Chine, Séoul en Corée du Sud, Mexico et New York qui pour l'instant sont en attente des évolutions de la pandémie mondiale pour savoir si au cours du mois de juillet et août 2021 on les inclura au calendrier. La seule qui a été officiellement annulée, c'est la course en France à Paris, malheureusement. Donc on sera entre 8 et 14 courses selon l'évolution de la situation. Mais au moins, on aura un calendrier de 8 courses pour cette saison. Alors, il va être temps de s'attaquer aux équipes, mon cher Louis. Et commençons par les cancres de la saison 2020, ceux qu'on avait tous les deux raillés au moment de faire le bilan de cette saison 2020 l'an dernier. Il s'agit de NIO avec un duo Oliver Torvet-Tom Blomqvist. NIO qui n'avait pas marqué de points l'an dernier. Qu'est-ce que peut attendre l'écurie chinoise pour cette saison 2021? Bah, on peut essayer de leur souhaiter de marquer au moins un point, mais ce sera compliqué, je pense, de faire mieux. Ça reste une écurie qui est à la traîne techniquement, et on le disait en off, mais c'est probablement un des duos de pilotes les plus faibles de tout le plateau. Donc c'est clairement pas une écurie dont on va attendre des miracles cette année. Ouais, un duo de pilotes en plus qui non seulement est assez faible, mais en plus finalement est assez peu expérimenté, hein. Au total, c'est quand même 14. Enfin, alors Oliver Torvet a énormément de saisons, mais très peu de hauts résultats. Tom Blomqvist, on l'a vu faire 8 E-prix dans sa carrière, c'est très très peu. Et dans une écurie comme ça, il fallait au moins 2 gros pilotes. On l'avait dit l'an dernier, vous avez pris Makingua, c'était pareil, c'était pas adapté d'avoir un pilote qui n'avait pas d'expérience. Il recommence le même schéma cette année. Ça m'étonnerait qu'ils aient des résultats meilleurs en refaisant le même schéma avec un autre pilote très peu expérimenté. Donc de ce côté-là, on n'attend pas grand-chose de cette écurie NIO. Les avant-derniers l'an dernier qui avaient marqué 2 points, c'était Dragon Penske. Je te laisse nous présenter ce duo composé de Sergio Sette Camara et Nico Müller, parce que Sergio Sette Camara, c'est un ancien de la McLaren Academy. Bah oui, c'est un ancien jeune pilote McLaren, c'est un pilote qu'on a vu en Formule 2, qui avait plutôt pas mal performé en Formule 2. Il était pas loin de De Vries, hein, sur l'année où il termine quatrième, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'était un pilote, oui, qui a été assez rapide en Formule 2. Il a déjà fait une saison en Formule E. Il arrive plus ici comme un débutant, mais il va commencer à connaître un peu la série. Il a une bonne pointe de vitesse. Malgré tout, tu l'as dit, chez Dragon, c'est pas non plus une top écurie d'un point de vue technique. Donc ça risque d'être compliqué pour lui, mais je pense qu'il a les moyens de bien faire.
Et puis son équipier Nico Müller, bah là tu parlais d'un pilote qui avait un peu plus d'expérience. Nico Müller, il a un peu plus d'expérience. Effectivement, il a 29 ans, il a pas beaucoup d'expérience en Formule 1, mais c'est quelqu'un qui connaît très bien la course en général. Il a quand même signé un meilleur tour dans sa carrière en Formule 1, et je pense que c'est aussi un pilote qui est capable de faire de bonnes choses. Donc voilà, au global, un duo qui manque peut-être un peu d'expérience. Je pense que tu me contrediras pas là-dessus, mais un duo malgré tout solide qui peut faire de bonnes choses. C'est ça, on se rappelle que Nico Muller, quand même, c'est le double dauphin en titre du DTM, 2019 et 2020, donc c'est pas n'importe qui. Et c'est là où la différence se fait avec Nio, c'est que tu l'as dit, comme pour Nio, le package n'est pas bon, mais contrairement à Nio, le duo de pilotes est meilleur. Donc sur des courses peut-être un peu plus mouvementées, on pourra s'attendre à ce que cette écurie Dragon Penske s'en sorte mieux que leurs homologues chinois. Passons à la troisième écurie, l'écurie Venturi, les Monégasques qui avaient marqué seulement 44 points l'an dernier. Eduardo Mortara est toujours là. Et exit Felipe Massa, arrivé d'un rookie, Norman Nato. On va le dire tout de suite, la classe de rookie de cette année est très très excitante et Norman Nato ne déroge pas à cette règle. Bah oui, Norman Nato, c'est un pilote qui était excellent en Formule 2 GP2, qui est passé pas loin probablement d'une place en Formule 1, et qui se retrouve désormais en Formule E. C'est un pilote qui a aussi beaucoup d'expérience en endurance, on l'a vu aux 24 heures du Mans notamment en WEC. Donc voilà, c'est un pilote qui sera assurément très rapide, qui certes n'a pas d'expérience de la Formule E, mais a l'expérience de la course auto, et on peut vraiment penser qu'il sera rapide. Quant à Eduardo Mortara, bah, il n'y a plus vraiment besoin de le présenter. C'est un pilote qui a déjà gagné en Formule E, et donc c'est une recrue de choix pour l'écurie Venturi. Tout à fait. Et on rajoute en plus que c'est quand même quelqu'un qui est assez complet puisqu'il a gagné en DTM, il a gagné en GT aussi. Donc ça reste un pilote extrêmement complet et qui apporte beaucoup d'expérience à cette écurie Venturi et c'est pour ça qu'ils l'ont conservé. Et moi, c'est un pilote que j'apprécie beaucoup sur la grille, sur cette grille de Formule 2. L'écurie suivante, ce sont nos amis de chez Mahindra, 49 points l'an dernier. On est encore quand même dans des très petits nombres de points. Avec un duo, Alexander Sims et Alex Lins. Alors je vais te le dire tout de suite, moi pourtant j'aime beaucoup Alex Lins de base, mais je suis pas trop convaincu de ce duo quand même dans cette écurie Mahindra. Oui, c'est peut-être un duo qui aurait pu être un peu plus fort. Alex Lynn, effectivement, tu l'as dit, moi je trouve que c'est un très bon pilote. Je pense qu'il va être capable de faire de bonnes choses. Quant à Alex Sims, voilà, il a fait 2 saisons avec BMW. Il a été plutôt convaincant avec une victoire notamment avec BMW, qui était quand même une excellente monoplace, la BMW. Je crois quand même que c'est un bon duo. Il devrait être capable de ramener des points. Maintenant, pour aller chercher un petit peu le petit plus pour peut-être ramener des podiums et des victoires comme l'avait fait Rosenqvist il y a quelques années, c'est vrai que ça risque d'être un peu léger. Effectivement, et on rappelle que Alexis, il n'a pas de victoire en Formule 1, il n'a pas de podium non plus. Et il va vraiment falloir qu'il se monte, puisque avant il faisait un double programme avec à la fois la Formule 1, que ce soit chez DS ou chez Jaguar, et l'endurance, puisqu'il était pilote d'usine Aston Martin. Étant donné que Aston Martin a fermé son usine en GT, son écurie d'usine, il se retrouve avec la Formule 1 comme seul job. Donc il va falloir qu'il prouve dans les 2-3 années à venir que à 27 ans, il peut devenir un très gros pilote d'un championnat majeur en individuel. Donc ça va être un challenge très intéressant pour l'ami Alex Lynn. On va parler d'un pilote qui, comme lui, a beaucoup de choses à prouver et un pilote que j'aime beaucoup aussi, puisqu'on va aller chez Porsche et forcément on va parler de Pascal Wehrlein et de André Lotterer, un duo d'Allemands, un duo d'anciens pilotes de F1, même si Lotterer n'a fait qu'une seule course, et un duo qui est très excitant sur le papier. Bah oui, un duo très excitant, un duo allemand dans une équipe allemande. Je pense qu'il y a aussi un peu de chauvinisme du côté de chez Porsche quand il a fallu choisir le duo. Effectivement, on a deux pilotes qui sont excellents, un des meilleurs jeunes espoirs à l'époque, en tout cas de la Formule 1, Pascal Wehrlein, qui n'a peut-être pas eu sa chance autant qu'il aurait mérité. Et puis un des plus grands pilotes d'endurance de sa génération, voire même de l'histoire, André Lotterer, qui a été très très impressionnant sur toutes ses apparitions en WEC et aux 24 heures du Mans. Un duo de pilotes qui manque un petit peu d'expérience, même s'il commence à en avoir, 2 saisons pour Wehrlein et 3 saisons pour Lotterer. Mais surtout un duo de pilotes qui n'a jamais gagné. Aucun des deux pilotes n'a gagné, même s'ils sont tous les deux montés sur le podium en Formule 1. Et donc il va falloir débloquer le compteur rapidement parce que les ambitions de Porsche sont très grandes. Il y a deux pilotes qui ont les moyens de faire de très bonnes choses, mais il va falloir avoir le déclic.
Tout à fait. Et André Lotterer a souvent été dans les bons coups, notamment chez DS, parce qu'il était coéquipier de Jean-Éric Vergne. Il était un peu, pas le porteur d'eau, mais voilà, le deuxième de cette écurie. Là, il va falloir qu'il prenne son rôle de leader. Et c'est quand même le pilote le plus expérimenté du plateau en termes d'âge, puisqu'il a 39 ans, hein. Ensuite, le deuxième doit avoir 35 ou 36 ans, donc il y a quand même un petit écart. C'est un plateau relativement jeune et lui approche de la quarantaine cette année. Donc, on attend beaucoup d'André Lotterer. Ça peut être euh, quand on sait, et on va en reparler quand on parlera d'Audi, à quel point la stratégie de Volkswagen en Formule 1 va s'axer autour de Porsche, ça peut être très intéressant pour André Lotterer s'il arrive cette saison à atteindre les ambitions que lui ont fixées l'écurie allemande. Autre constructeur engagé cette année, Jaguar. Jaguar qui, depuis ses débuts en Formule 1, alors il y a eu du bon, du moins bon. On se souvient de Nelson Piquet Jr. qui avait un peu lancé cette écurie. Cette année, le duo, c'est Sam Bird et Mitch Evans. Sam Bird, l'un des pilotes les plus expérimentés du plateau, hein, un de ceux qui a fait toutes les courses avec Di Grassi qui est encore là. Et puis Mitch Evans, qui est un pilote qu'on a vu souvent dans les formules de promotion et qui, mine de rien, a fait son petit bout de chemin en Formule 1. Hein, quand même 4 saisons, 48 prix et 2 victoires. C'est pas rien pour le pilote néo-zélandais. Un duo très très intéressant aussi. Un duo très très intéressant, tu l'as dit, Mitch Evans qui est un très bon pilote. Il manque peut-être un peu de constance sur une saison complète pour aller titiller les meilleurs au championnat. Mais en tout cas, c'est un pilote qui sait gagner, tu l'as dit, il a remporté 2 e-prix. Et il sera aligné donc face à Sam Bird, plutôt aux côtés de Sam Bird dans cette écurie Jaguar. Et Sam Bird, c'est un excellent pilote, tu l'as dit. C'est un pilote qui se bat pour le titre quasiment à chaque saison, même s'il n'a jamais réussi à décrocher le trophée suprême. Mais c'est un pilote qui a gagné 9 fois en Formule 1 et c'est quand même un très très bon score. Et 9 fois vainqueur de 10 prix. Voilà, c'est quelqu'un qu'il faudra ne pas oublier pour le titre, hein. Il va falloir compter avec lui. Tout à fait, ouais. On va passer dans la première partie de tableau. On va passer chez les écuries qui ont un peu plus performé l'an dernier avec Audi. Audi, 114 points l'an dernier. Audi, un monument de la Formule 1, mine de rien, puisque 7e saison de Formule 1, 7e saison du team Audi Apt et dernière saison de ce team Audi Apt dans la catégorie avec toujours Lucas Di Grassi comme pilote numéro 1 et cette année René Rast pour cette dernière saison. Alors, qu'attendent de cette écurie Audi? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout du bout du bout? Ou est-ce que finalement, comme la main va déjà être passée à Porsche cette année, ça sera une année plus d'adieu qu'autre chose de la part d'Audi? Ah, je pense que Audi ne va rien lâcher. Ils ont un excellent duo de pilotes, notamment avec Lucas Di Grassi, hein, qui a été champion, qui a remporté 10 prix. Clairement, ils sont pas là pour faire la figuration, ils sont pas là pour faire le nombre. Ils sont vraiment là pour gagner. Alors peut-être qu'il y aura eu moins de moyens de mis dans le développement de la voiture que par exemple chez Porsche. Mais en tout cas, moi je ne vois absolument pas Audi végéter en fond de grille. Ça c'est une certitude, même si il y a un petit point d'interrogation sur René Rast qu'on connaît pas encore trop bien. On ne sait pas trop de quoi il est capable, même s'il a montré de bonnes choses, hein, sur ses débuts l'année dernière. Il est en position de faire des bonnes choses, de faire des podiums, d'aller gagner des courses. Je ne sais pas trop comment il va se comporter sur une saison complète. C'est un peu le point d'interrogation de cette équipe, mais une équipe qui malgré tout restera assez forte. Encore une fois, on rappelle que René Rast, lui aussi, vient du DTM. Lui est triple champion de DTM en 4 ans. Hein. Il est champion 2017, 2019 et 2020 avec le team Rosberg, chez Audi donc. Donc c'est dans d'autres catégories, c'est pas n'importe qui, mais tu l'as dit, en Formule 1, on a encore un point d'interrogation sur lui. Après, Lucas Di Grassi, je te cache pas que le voir à partir de 2022 dans une autre combi que la combi Audi en Formule 1, ça me fera un petit truc quand même, parce que c'était quand même un monument. Enfin, ce duo Audi-Di Grassi, c'est quand même déjà iconique dans ce championnat qui n'a que 7 ans. Oui, que ce soit en Formule 1 ou même en WEC aussi, Tout effectivement. à fait, tu as raison, puisqu'on l'a vu au Mans et en WEC avec ses fameuses R18 et R15 LMP1 avant l'arrêt du programme en 2016. Un autre programme qui s'arrête, outre celui d'Audi, ce sont les autres Allemands, ceux de BMW, la troisième écurie allemande du plateau, qui s'arrête elle aussi. Et alors on en parlait en off, mais alors ce duo Jake Dennis, Maxime Gunther, c'est peut-être, avec le duo de NIO, le plus faible du plateau. Et pour cette dernière saison de BMW, contrairement à Audi, on n'a pas l'impression que tout a été mis pour remporter le titre pour la dernière saison. Oui, effectivement, mais je pense déjà que BMW a une excellente monoplace. On va voir si ça se confirme. Mais en tout cas, c'est un peu dommage d'avoir deux pilotes de ce calibre peu élevé dans ces voitures-là qui sont très très bonnes et qui devraient se battre pour le titre. Alors effectivement, Gunther, il a remporté des courses déjà, mais globalement sur une saison, il est pas au niveau. Et puis Jack Dennis, qui sera débutant.
n'a pas montré grand-chose non plus dans les catégories dans lesquelles il est passé précédemment. Et par conséquent, moi, ce duo chez BMW, je le trouve vraiment faible. J'aurais aimé voir de meilleurs pilotes que ça chez BMW. En plus, il faut pas me faire croire qu'il y a aucun bon pilote dans tout le pool BMW. Donc je ne comprends pas, je ne comprends pas trop le choix de pilote de BMW cette année. En tous les cas, voilà, peut-être qu'on verra des victoires BMW, c'est très probable, mais en tout cas, je suis à peu près certain qu'on ne verra pas une BMW se battre pour le titre. Et on a l'impression que cette aventure en Formule E a été dès le départ un peu cabotine, hein. Ils sont arrivés après tout le monde, ils partent avant tout le monde, ils n'ont jamais vraiment imposé leur marque, ils ont toujours laissé un peu Andretti faire. Et finalement, c'est un peu symbolique de la stratégie de BMW ces dernières années, outre la Formule 1, mais un peu partout, hein. On se souvient de leur aventure en WEC qui a duré 1 an et demi, de ces GT développés d'abord sur une M6, puis sur une M8, et puis maintenant on revient à la M4. Enfin, la stratégie sportive de BMW sur ces 5-6 dernières années est faite de coups et assez hasardeuse. Et c'est assez dommage parce que, comme tu l'as dit, hein, la voiture est excellente, le powertrain marche très bien. Et il y avait énormément de potentiel pour aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut avec ce team et avec un team Andretti qui avait l'expérience pour en plus. Donc c'est très, très dommage. L'écurie suivante, c'est Virgin. Virgin qui est là depuis les débuts de la Formule 1. On avait beaucoup rigolé d'ailleurs à leur début parce qu'on se rappelait de l'écurie de Formule 1 et on s'est dit, tiens, ça va faire le même échec. Et pas du tout, Virgin tient dans le temps. Et Virgin s'appuiera cette année sur Robin Fringe et Nick Cassidy. Alors je vais te laisser nous présenter Robin Fringe et puis j'enchaînerai après avec le rookie néo-zélandais. Bah oui, Freins, qui est un excellent pilote aussi, qu'on connaît depuis longtemps, hein. Il est en Formule E depuis 2015. Il a gagné plusieurs courses aussi. Et nul doute que si sa voiture lui permet, ce sera un des concurrents à surveiller pour le titre. Puis c'est un pilote qu'on aime beaucoup parce qu'en général, il est assez rugueux en piste et c'est toujours intéressant de le voir défendre ou attaquer. Donc c'est un pilote que j'apprécie beaucoup pour ça aussi. Effectivement, ouais. Et c'est un pilote qui a su faire son chemin loin de la F1, lui qui avait été recalé de dernière minute par Caterham et il s'en est très bien sorti. Son coéquipier, donc on a dit, ça sera Nick Cassidy. Alors c'est un nom qu'on ne connaît pas forcément en Europe, essentiellement parce que le Néo-Zélandais a fait une grosse partie de sa carrière au Japon, en Super GT et en Super Formula. On sait que beaucoup de pilotes là-bas roulent dans les deux championnats en même temps parce qu'il y a très peu de courses, hein. Il y a 7-8 courses par an pour les deux championnats, donc c'est assez facile de rouler dans les deux. C'est un gars qui a gagné dans les deux, hein. Il a gagné en 2017 avec Ryo Hirakawa en Super GT et il a gagné en Super Formula en 2019. Pardon. Donc c'est un pilote qui a un excellent coup de volant. Je suis très content qu'il arrive dans cette catégorie-là cette année. C'est la première fois qu'on va le voir à l'échelle mondiale, hein, pour le coup, sur des circuits en plus qu'il ne connaît pas. Mais le package de Virgin est bon et il n'y a pas de doute que lui peut réussir cette saison. Donc je suis très content de voir Nick Cassidy arriver en Formule 1. Oui, effectivement. Puis c'était un pilote aussi qui était très très performant et très prometteur dans les catégories inférieures, dans les formules de promotion. Et c'est un pilote qui malheureusement n'a pas eu sa chance au plus haut niveau. Et il a pris des chemins un peu détournés. Il s'est exilé au Japon et bah, ça paye pour lui parce qu'il revient ici avec un bon volant dans un gros championnat. Et bah, comme toi, en fait, je suis très content de le voir à ce niveau-là. On va arriver sur le podium de l'an dernier avec Mercedes qui était en troisième place l'an dernier du classement constructeur avec 147 points. Mercedes qui s'appuiera encore une fois sur un duo Stoffel Van Dorn, Nick De Vries. On le dit tout de suite, c'est un des duos les plus forts du plateau tout simplement, hein. C'est deux anciens champions de F2, Van Dorn en 2015 et De Vries en 2019. Et très clairement, là ça vient pour jouer le titre. Ah oui, ça vient pour jouer le titre. La voiture est excellente, les deux pilotes sont excellents, ils commencent à avoir un peu l'expérience de la Formule E. Van Dorn s'est déjà imposé, De Vries ne s'est pas encore imposé, mais je pense que ça ne saurait tarder. Toujours est-il que oui, ils sont là pour jouer le titre et les deux pilotes sont là pour jouer le titre et ça risque d'être extrêmement intéressant de suivre leur progression tout au long de la saison. Hmm. Et on attend beaucoup de choses de cette écurie Mercedes qui pourrait être amenée à dominer la FE comme son homologue en F1. Enfin, on n'espère pas une telle domination parce que la Formule 1, ça reste quand même aussi un spectacle. L'écurie suivante, l'avant-dernière écurie, c'est Nissan Idams, la descendante de Renault Idams depuis 2 saisons. Un duo qui n'a pas changé par rapport à l'an dernier, Sébastien Buemi et Oliver Holland.
Alors Sébastien Buemi, on le connaît, hein, c'est l'un des deux, trois pilotes iconiques de la Formule E. Il détient plusieurs records, c'est lui qui a gagné le plus de fois, c'est lui qui a fait le plus de pole position, c'est lui qui a fait le plus de meilleurs tours. Il a failli être plusieurs fois champion, il a été champion qu'une seule fois en 2015-2016. C'est un excellent pilote. Et il sera associé pour la deuxième année à Oliver Holland, ou troisième année, je ne sais plus depuis combien de temps, enfin depuis le remplacement au dernier moment d'Alexander Albon, on s'en souvient. Un duo qui, eh bien, bon, il y a eu des hauts et des bas chez Nissan, mais un duo très très solide quand même, saison après saison, du côté de l'écurie Idams. Oui, un duo très très solide, hein. Bah, Sébastien Buemi, il a été champion qu'une seule fois et c'est même un peu, parfois on a l'impression que c'est un peu injuste tellement il a été dominateur de cette Formule E. 13 victoires, là encore, seulement, j'ai envie de dire, on a l'impression qu'il est là depuis des années et qu'il est toujours aux avant-postes. Et un chiffre qui est peut-être plus parlant, pardon, c'est il est monté 29 fois sur le podium. Et je trouve que c'est un chiffre qui est quand même plus parlant que ce chiffre de 13 victoires. Ça prouve qu'il est toujours aux avant-postes, même s'il ne gagne pas, il est devant. Non seulement il est champion, mais il a quasiment toujours été sur le podium final aussi. Donc c'est vraiment un pilote très très solide qui sait mener une équipe, qui sait comment gagner. Et c'est un atout de poids pour cette écurie Nissan Idams. J'allais dire Renault Idams, mais non, le nom a changé. Mais en tout cas, c'est une équipe qui me semble un peu à la traîne techniquement par rapport à ses concurrentes du haut du panier de la Formule E. J'ai l'impression que le moteur Nissan et la monoplace fonctionnent un peu moins bien que dans d'autres équipes du haut de tableau. Et ce qui ne permet pas forcément à Sébastien Buemi de se retrouver aux avant-postes autant qu'il le devrait. Et puis pour son équipier, bah écoute, ce jeune Oliver Roland, moi, me plaît beaucoup. Il a été plutôt bon en Formule 2 et il a trouvé un bon point de chute ici en Formule E. Il s'est imposé comme un des pilotes solides de cette discipline et c'est un plaisir de le retrouver à chaque fois parce qu'il est capable de faire de bons résultats et pour ramener des points pour cette écurie Nissan et Dams, il sera là encore une très bonne recrue. Et je reviens sur ce que tu disais sur le powertrain de Nissan qui est peut-être un peu à la traîne par rapport aux autres. Effectivement, on a l'impression qu'à un moment, Nissan avait, lorsqu'ils étaient Renault, avait une certaine avance. On se souvient de la deuxième ou troisième saison de Formule 1 où celle que Buemi, alors ça doit être la troisième, celle qui gagne pas mais qui domine outrageusement en début de saison. On a l'impression qu'ils avaient un temps d'avance sur tout le monde et au fur et à mesure des années, eux ont très légèrement amélioré leur powertrain quand d'autres ont complètement tout explosé, notamment l'écurie dont on va parler juste après. Et c'est vrai que il faut que Nissan se méfie à ne pas trop se reposer sur ses lauriers. Ils ont un excellent package de base, mais il faudrait que année après année, ils continuent d'être développés pour permettre à l'ami Sébastien Buemi de jouer le titre chaque saison quand même, parce que ça, il le mérite. Et puis surtout, il nous apporte des super teams radio et rien que pour ça. Ah, c'est vrai que c'est du caviar, du caviar. Ah, on adore. Quand il s'énerve, on adore. Passons désormais au double champion en titre constructeur, au triple champion en titre pilote, DS Techeetah, Jean-Éric Vergne, champion 2017, 2018, 2018, 2019, Antonio Félix da Costa, champion 2019-2020. Est-ce que l'Empire peut être battu? Ils ont l'air tellement forts ce duo. Ce duo a l'air tellement fort, cette écurie a l'air tellement forte. Et puis c'est français, monsieur, il faut le dire. Enfin, même si ça court sur pavillon chinois. Oui, c'est franco-chinois, dirons-nous. Je précise quand même que avant d'être Techeetah, l'équipe d'usine de DS était l'écurie Virgin qui a perdu ce statut. Et finalement, c'était un bon changement pour le constructeur DS parce que ça leur a permis d'aller chercher ces trois titres constructeurs. Ces trois titres pilotes et ces deux titres constructeurs, pardon. Donc finalement, c'était une bonne décision de la part de DS de changer de team usine. En tout cas, ce team Techeetah, il est extrêmement séduisant. Tu l'as dit, les deux pilotes sont excellents. La voiture est très bonne aussi. J'ai du mal à voir qui peut aller les battre. Pour être honnête, ce sont mes grands favoris pour la saison. Et tu sais quoi, je vais te faire un aveu, c'est qu'on en avait parlé déjà lors de l'an dernier, mais moi je ne voyais pas Antonio Félix da Costa à un tel niveau. Alors est-ce que c'est le fait de faire 6 courses de suite à Berlin qui l'a aidé ou peut-être pas, je ne sais pas, mais il m'impressionne réellement, je pensais qu'il serait second derrière Jean-Éric Vergne et finalement non. Donc ça m'attire beaucoup ce duo-là pour cette saison, parce que là, franchement, ça va être la revanche de Vergne qui a perdu son titre face à son jeune coéquipier qui défend sa couronne. Ça va être très très intéressant. On sait que c'est une écurie qui laisse courir ses pilotes de façon totalement libre. On se souvient des accrochages, notamment au Chili, entre Lauterer et Vergne, où les deux se rentraient dedans et freinaient l'un grâce à l'autre.
sans que le directeur d'équipe trouve quelque chose à redire. Il trouvait ça normal, c'était magnifique. Donc on espère la même chose en cette saison 2021. Et tu l'as dit, hein, on va parler après de qui on voit pour le titre, mais très clairement, sans spoiler, on peut dire que DS Cheetah sera présente pour jouer les deux titres encore cette saison. Oui, effectivement, je suis 100% d'accord avec toi. Alors, avant de passer au dernier sujet, justement, parlons un petit peu de tes pronostics, mon cher Louis. Est-ce que tu as, allez, un champion pilote et un champion constructeur à me donner? On va se limiter à ça pour l'instant. On verra Oh là peut-être à là. mi-saison qu'on refera une deuxième vidéo. Bah, c'est extrêmement compliqué de n'en choisir qu'un seul. C'est pour ça. Mais effectivement, si je devais choisir un champion pilote et un champion constructeur, je choisirais Jean-Éric Vergne et DST Cheetah parce que il me semble vraiment au-dessus et je pense que Jean-Éric Vergne va être remonté comme un coucou là avant de partir sur ce début de saison parce qu'il veut absolument reconquérir sa couronne. Quand on est un peu maître en son royaume et qu'on se fait bousculer comme il l'a été l'année dernière, c'est pas agréable et il va vouloir remettre les points sur les i. Hmm. Écoute, je vais essayer de ne pas te suivre pour qu'on ait des choix un peu différents. Je vais mettre déjà Antonio Félix d'Acosta comme champion. On verra à mi-saison si on change un peu ça. Mais surtout, j'ai envie de mettre Mercedes comme écurie championne. Parce que je me dis, si jamais les deux Tichitas viennent à plusieurs fois s'écharper pendant la saison, Mercedes ne fera pas cette erreur. Ils ont déjà connu ça en Formule 1, ils ne le feront pas. Et tu l'as très bien présenté tout à l'heure, mais De Vries et Van Dorn, c'est un duo tellement rapide que ça peut aussi faire des étincelles. Mais voilà, on va pas revenir sur les autres écuries, mais bien évidemment, le duo de chez Porsche aura aussi son mot à dire. Les Nissan auront aussi leur mot à dire. Les Virgin auront aussi leur mot à dire. Les Jaguars sans doute aussi. Donc on a déjà 4-5 écuries qui vont jouer le titre, les deux titres. Et sans compter les autres écuries qui joueront les podiums. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué de donner un ordre établi que dans d'autres catégories. Passons, si tu le veux bien, à la dernière question, une dernière question un peu gentille pour finir. Tu l'as un peu évoqué, mais cette année, le championnat du monde de Formule 1 va devenir justement un championnat du monde qui va couronner réellement un champion du monde à la cérémonie FIA, comme le championnat du monde de WRC, le championnat du monde de rallycross ou le championnat du monde de F1. Ce qui fait que à la cérémonie de fin de saison de la FIA, cette année, nous aurons deux champions du monde en monoplace, en F1 et en F2. Est-ce que c'est normal pour toi, ça, cette situation? Eh ben écoute, c'est effectivement une situation un peu bizarre. Je pense qu'il y a aussi une volonté de la FIA de promouvoir un peu plus encore ce championnat du monde maintenant de formule électrique. Effectivement, on peut se dire d'un côté que avoir deux championnats du monde de monoplace, c'est un peu curieux et ça ne devrait pas être le cas. Maintenant, dans les faits, on sait très bien que ça ne changera absolument rien par rapport au statut des deux championnats. La Formule 1 restera toujours le top du top et la Formule E restera toujours un peu dans l'ombre de la Formule 1. Au final, je pense que ça ne changera pas grand-chose. C'est juste une question philosophique et qui ne change absolument rien dans les faits, je pense. Hmm. Moi, sur le principe, je suis contre, hein. J'aimerais un championnat du monde par catégorie différente, hein. Un championnat du monde en GT, en prototype, en monoplace, en rallye, en rallycross, en touring car. Mais si, comme tu l'as dit, ça peut permettre une impulsion supplémentaire à la Formule 1, surtout que la Formule 1 connaît un peu une période de doute, hein, avec Audi et BMW qui vont partir, mine de rien, c'est quand même une sacrée interrogation, hein, de perdre deux de tes 10 écuries, surtout que Audi motorise aussi Virgin, donc voilà, ça fait 3 powertrains en moins l'an prochain. Euh, donc finalement, promouvoir le championnat par ce biais-là, je peux le comprendre. Promouvoir l'électrique en plus, ça peut très bien se légitimer et c'est important que le sport auto change. Mais voilà, c'est juste sur le. Je tenais à poser la question parce que c'est sur le principe d'avoir deux champions du monde de monoplace. Ça me titille, mais sans plus, bien évidemment. C'était pour trouver quelque chose à redire sur cette saison qui Trouver la s'annonce petite quand même. bête, oui. Voilà, sur une saison qui s'annonce quand même très très excitante, il faut le dire. Oui, très excitante, très ouverte, et puis on le sait, mais les courses de Formule E sont quand même la plupart du temps très animées, et c'est un championnat qu'on a toujours beaucoup de plaisir à suivre, et on espère que vous allez le suivre avec nous toute cette saison. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça nous fait toujours plaisir, puis à vous abonner et à suivre un peu la chaîne, parce que il n'y a aucun doute sur le fait qu'on reparlera de la Formule E au long de la saison.
Ah, tout à fait. On fera forcément un bilan de la saison, mais peut-être après 4 courses, un bilan de mi-saison déjà pour comprendre les enjeux et puis pour voir aussi où en seront les 3 rookies. Parce que c'est aussi très intéressant de les suivre. Pour une fois, on n'a pas de rookie lent en Formule 1, on n'a pas de mec gênant, genre des Esteban Gutiérrez qui arrivent. Donc, ou autre, hein, pire, Esteban Gutiérrez, ça reste quand même rapide. Donc, véritablement, il y a beaucoup de questions très excitantes auxquelles on va apporter des réponses dès ce week-end avec les 2 manches en Arabie Saoudite. Merci Louis d'avoir présenté toute cette saison et tout ce plateau 2021 de Formule E. Ben, merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt, salut. Salut!